Bonjour, bonsoir à vous, et merci d'avoir choisi le chemin de la déduction qui vous a conduit sur cette vidéo. Avant toute chose, cette vidéo va spoiler Berserk et les futurs événements qui vont s'y dérouler. C'est à vos risques et périls. Avant toute chose, nous allons devoir nous baser sur ce schéma très connu qui est, certes, incomplet, mais nous allons le compléter légèrement durant cette vidéo. Nous allons éviter l'événement de Fantasia pour éviter de vous perdre et garder le schéma tel quel. Si vous avez besoin de précision, beaucoup d'autres youtubeurs se sont répétés sur ce sujet, et je vous inviterai à creuser si ça vous intéresse. Une fois toutes les explications précédentes, nous pouvons désormais parler de Gazric, un homme venu de nulle part qui a réuni tout le Midland dans un empire commun qu'il a créé par les conquêtes. Vous devriez apprendre avant toute chose que l'empire de Gazric est la fondation même de Falconia, comme l'a prouvé ses références récurrentes dans l'architecture à l'emblème de l'empire de Gazric, qui est symbolisé par un croissant de lune et un cercle. La toute première fois que nous voyons véritablement la cité plutôt que de nous la raconter, c'est en voyant les ruines au fond des geôles du Midland, et ces ruines gardent toujours le stigmate de ce qui l'a conduite à sa fin. Nous n'allons pas faire de mystère et expliquer ce qui est arrivé, puis développer en détail lorsqu'on retracera la vie de Gazric dans une autre vidéo qui sera celle de la première boucle. Dans l'état, nous savons que l'Empire a été sacrifié au God End par un pape torturé sous l'ordre de Gazric. Nous avions expliqué le cas de Danan dans la dernière vidéo, j'avais mentionné que je reviendrais sur la marque sur son épaule, nous allons donc expliquer le fonctionnement de la marque du sacrifice. Grâce à la marque, vous connaîtrez enfin le chemin parcouru par Gazric pour devenir le Skull Knight. Sachez que la marque est une porte entre le monde astral et le monde physique, permettant aux formes éthérées du Nexus de se manifester. Lorsque la forme éthérée de Casca réinvestit son corps, nous la voyons littéralement passer par la marque comme une porte. Cela valide que les humains peuvent également utiliser la marque pour faire le chemin vers le monde physique. Lorsque je vous parlais du schéma incomplet, c'était de ça que je parlais. Il n'y est pas fait mention du monde des rêves, qui est pourtant une part même du plan astral, et c'est bien Danan, qui a justement fait le chemin avec Flora durant sa mort, qui nous l'explique en détail. Désormais que vous connaissez la marque, il est désormais temps de faire un parallèle entre le cas de Casca et Gazric. Comme vous le voyez, la poupée est un réceptacle qui est disposé dans un cercueil. Pour compléter la poupée, elle aura besoin de l'aide d'une sorcière assez puissante pour utiliser la marque du sacrifice pour ramener son âme du monde astral à son corps physique. Et vous remarquerez que l'épée qui lui est donnée lors de son rétablissement possède le symbole de l'Empire de Gazric justement. Voici le même schéma similaire que nous pouvons faire avec Gazric. Anar nous stipule qu'il traîne son propre cercueil, mais c'est également Anar qui a créé le réceptacle, donc la Skull Knight Armor. Puis Flora, qui est la plus puissante sorcière à notre connaissance, nous pouvons facilement comprendre qu'après avoir utilisé la marque du sacrifice de Gazric, elle ait pu ramener Gazric dans la Skull Knight Armor depuis le Nexus, ce qui n'a pas plu à Elfheim qui bannira Flora pour ça. Nous avons beaucoup parlé de la marque du sacrifice ainsi que des individus qui les ont portées, mais pour comprendre qui est le responsable des marques, il faut parler de la main de Dieu. Ironiquement, la toute première conséquence de la main de Dieu nous vient d'une histoire de Godot qui nous raconte la fois où il a tué un dragon avec son épée qui sera rebaptisé Dragon Slayer. Sauf qu'il y avait étrangement plus de créatures fantaisistes à l'époque de Godot jusqu'à ce que les elfes abandonnent sa caverne ou jusqu'à ce qu'ils tuent le dragon. Comment toutes ces créatures sont rentrées dans le monde physique à l'origine, je vais vous expliquer. Je vous présente la première main de Dieu dont Void est le dernier membre. Oui, je mentionne la première main de Dieu parce que 4 membres présents se feront dessouder par un Gazric fou de rage dans une Berserk Armor au top de ses capacités. Nous pouvons le comprendre, puisque, tout comme Guts et Casca, c'est bien Void qui a marqué Gazric et Danan. C'est bien le Skull Knight qui nous confirme qu'une nouvelle main de Dieu a été formée, et ce n'est pas sans conséquence. Nous tenons de Void que lorsque la main de Dieu se complète d'un 5e membre, alors un âge sombre arrive. Nous voyons également que les apôtres et toutes les créatures du Nexus ont pu se déverser dans le monde physique, ce qui n'étonne pas le Skull Knight, puisqu'il a vécu avec Void l'ouverture d'une porte qui a fait sortir le dragon que Godot a tué. Une conversation a pu vous échapper durant l'éclipse, mais dans l'échange entre Zod et le Skull Knight, il est précisé qu'à l'époque de leur vivant, Zod était au service d'un God End, surnommé le gardien de la porte. Le gardien de la porte est Void, et vous allez comprendre pourquoi. La spirale au-dessus de la première main de Dieu est en réalité la porte qu'il garde,
Si Void en est le gardien, c'est parce qu'Idea lui a donné la possibilité de connaître l'intégralité des possibilités qui sont justement permises par Idea. Et c'est justement cette confiance qui donne la responsabilité à Void de poser la marque durant les sacrifices. A ce stade de la vidéo, vous avez dû comprendre que cette porte contient la fin du manga, donc également Idea, qui trône dans ce plan d'existence suprême, protégé par ses God End, devant la porte verrouillée par un Behelit, et c'est d'ailleurs dans le vortex avant la porte que Gezric est mort, si près du but. Peut-être que Gezric est mort, mais il nous apprend le mécanisme de résonance que son épée produit. Il nous explique de lui-même que la résonance sert à renvoyer les êtres supérieurs dans le vortex, donc leur plan d'existence, car il sait que dans leur propre dimension, ils sont mortels, et pas seulement une manifestation dans le monde physique, comme Slan nous avait montré. L'utilisation de l'épée parle d'elle-même, lorsque le Skull Knight l'utilise pour renvoyer Clip-Off dans une spirale qui ressemble trait pour trait à la spirale du vortex. Tout ceci nous amène à cette scène, qui prend désormais un tout autre sens, puisque plutôt que de tuer Femto, le Skull Knight avait prévu de le renvoyer dans le vortex, où il le sait vulnérable. Je n'ai pas pu vous parler de Void en détail dans cette vidéo-ci, mais je raconterai l'intégralité de la première boucle lorsque j'aurai traité tous les participants séparément. Donc je vous ai préparé ce bonus sur l'emblème du Skull Knight qui symbolise l'homme brisé qu'il n'a jamais cessé d'être après la mort de sa rose Danan. Nous apprenons que le traumatisme de l'éclipse a brisé Casca au point d'entourer son cœur d'un maléfice ressemblant à des ronces. Le Skull Knight sait de quoi il parle lorsqu'il parle de souhait, puisque le sien était de récupérer Danan, qui a l'air d'avoir oublié sa précédente identité après la métamorphose de Flora. Et c'est pour ça que le Skull Knight a choisi cet emblème, qui symbolise sa vie de mortel, où son cœur a été brisé par la perte de sa rose, durant une éclipse, une rose nommée Danan.